Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler, et pendant 45 minutes, on va parler photographie. La photographie, c'est un de mes dadas. Et puis, comme on est à Agile Lille, on va quand même aussi parler agilité parce que le but du jeu, c'est quand même d'en apprendre un petit peu sur l'agilité et sur les transformations agiles. En tout cas, merci beaucoup déjà à l'organisation d'Agile Lille d'avoir sélectionné ma conférence. Je suis ravi de venir à Agile Lille comme je le fais très souvent depuis plusieurs années. Juste déçu de ne pas pouvoir être avec vous en présentiel à Lille même, mais ça sera partie remise pour l'année prochaine. Je remercie aussi les sponsors qui permettent cet événement. Donc aujourd'hui, on va parler agilité et on va parler pour photographie. À l'origine, quand j'ai fait cette conférence, je me suis posé la question, je me suis dit, comment je pourrais faire le lien entre une de mes passions, qui est la photo, et l'agilité. Donc j'ai tourné autour de mes photos, en regardant un petit peu, est-ce que l'écran flou pour parler de photographie? Je sais, c'est si je mets ma caméra. Si vous voulez l'écran net, il faut que j'enlève la caméra. Donc dites-moi, si vous voulez, j'enlève ma tête. J'ai pas de souci. Allez, j'enlève. Parce que je sais pas du tout ce que ça rend. Hop. Attendez. Voilà. Normalement, l'écran est net maintenant. C'est ça? Dites-moi. Hein. C'est une contrainte. Voilà, ouais. C'est une contrainte de l'outil, malheureusement. Donc, je me suis dit, on va parler photographie. Tant pis, je ne reverrai pas ma tête. Parce que j'aime bien ça, parce que effectivement, je suis un photographe amateur. Alors, juste à mon petit niveau. Hein. Alors, avant tout, qui je suis? Je suis un coach agile. Je travaille pour la société CGI à Lyon, société de conseil. Je suis depuis maintenant très longtemps dans une mission de transformation agile à très grande échelle pour la SNCF Transilien. Donc, je travaille à Lyon. Je suis aussi facilitateur. J'anime énormément d'ateliers. Et dans les ateliers, moi, ce que j'aime, c'est le serious gaming. Donc, je suis un grand fan de tout ce qui est innovation game, tous les jeux, Agile Game France, très souvent. Affol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Adult Fan of Lego. Donc, je suis extrêmement fan of Lego. J'en ai plein mon salon et plein ma maison. Sur mon temps libre, je suis aussi photographe amateur. Alors, totalement amateur, puisque je ne publie quasiment pas mes photos. De temps en temps sur mes réseaux sociaux, mais c'est extrêmement rare. La démarche photographique me plaît beaucoup. Et puis pour ajouter à ça, je suis extrêmement geek. Toutes les photos que vous verrez dans cette présentation sont des photos que j'ai prises moi-même. Alors vous pourrez juger de la qualité. Et elles sont disponibles si vous voulez. Voilà. Alors pourquoi cette présentation? La prise de vue photographique, c'est devenu quelque chose d'extrêmement commun. Maintenant, on a tous un appareil photo dans sa poche. Moi, j'ai commencé la photo dans les années 90. L'appareil photo, c'était quelque chose déjà qui était assez gros. On l'avait pas toujours dans sa poche. Et on avait tendance à rater des photos, rater des moments. Maintenant, les appareils photos sont tellement miniaturisés qu'ils font partie en fait de votre quotidien. Et la prise de vue photographique, c'est quelque chose qu'on fait plusieurs fois dans la journée. Néanmoins, dans toute cette masse de photos qui est générée, quand on repasse dessus, il y en a peu qui attirent notre œil. Il y a peu de photos où on se dit, celle-là, j'ai vraiment envie de la garder, j'ai envie de la partager, elle me fait sentir quelque chose. Pourquoi? Parce que la photographie, c'est pas juste appuyer sur un bouton. C'est beaucoup plus complexe pour essayer de trouver qu'est-ce qui fait qu'une photo, elle va vous faire vibrer. Et la transformation agile, c'est exactement pareil. Si je dis, tiens, je fais une transformation agile et c'est maintenant, globalement, vous avez de fortes chances pour que votre transformation agile, elle n'ait pas de sens, elle n'ait pas d'âme et elle vous apporte pas grand-chose. Vous aurez transformé, mais pourquoi? Voilà. Donc, dans les deux cas, il y a un processus et je vais essayer, à mon humble niveau, d'essayer qu'on échange un petit peu sur ces deux processus et voir s'il n'y a pas des similarités. Alors, la première chose qui est importante, c'est que la photo, c'est pas quelque chose qui se décrète. On va pas sortir dans la rue et se dire tiens, je vais prendre tel bâtiment ou tiens, je vais prendre telle scène. Déjà, la rue est mouvante.
le temps, les conditions météo sont mouvantes. Donc, c'est pas la démarche qu'on va chercher. Quand on fait de la photo, la première chose qu'on va essayer d'avoir, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est se dire qu'il va arriver quelque chose, mais je ne sais pas quand. Et je dois être prêt à pouvoir prendre la photo quand mon œil sera attiré par quelque chose. Donc sur cette photo, par exemple, ce qui m'avait attiré l'œil, c'était la couleur rouge de cette robe qui ressortait sur le fond très très gris de nos villes. Les personnes qui sont habillées avec des couleurs un petit peu lumineuses comme ça attirent souvent l'œil. Dans le même style, vous voyez quelques photos que j'ai prises. Moi, mon style photographique, il est très orienté sur la couleur, sur les textures. Je prends beaucoup de photographies qui sont liées au bâtiment, par exemple. Donc là, c'est pas le cas, mais on retrouve un petit peu cette tendance. Ces photos-là, je les ai pas recherchées. Je me suis pas dit, tiens, je vais aller prendre des oranges en photo dans un marché. Ça n'a pas de sens. C'est juste que, à un moment donné, cette scène, ce moment-là, a créé une émotion en moi. Je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, la volonté déjà de se connecter à son émotion et de se dire, OK, il y a quelque chose qui, dans cette scène, m'intéresse. Et puis, chercher du sens. Le sens, c'est extrêmement important en photographie parce que la photographie, si vous mettez une photo sous le nez des gens et que elle apporte rien, ben, globalement, les gens vont être un peu perdus devant votre photo et vont dire, bah, voilà. Après, ils vont y mettre le sens qu'ils veulent, eux, potentiellement. Mais si vous pouvez donner des axes de lecture, sur cette photo de l'orange, on voit effectivement la main qui vient chercher une orange, totalement au hasard, hein, dans le panier, ça donne un mouvement. Donc moi, je trouvais que c'était un sens qui était intéressant. Pareil, le petit coléoptère qui est dans la fleur, c'est un petit peu comme un bijou qui est posé en fait sur cette fleur, avec cette couleur vert et ses reflets. Il y avait aussi un intérêt pour moi. Peut-être que vous ne voyez pas, mais effectivement, moi, ça m'a fait résonner quelque chose, ça m'a donné du sens. Alors maintenant, quand on passe à l'agilité, qu'est-ce qui se passe? L'agilité, la première chose, c'est de se dire que ça ne se décrète pas. Ça, c'est un petit peu idiot à dire, mais on croise énormément de gens, donc que ce soit des chefs de projet, que ce soit des responsables de division, potentiellement des DSI, vous allez les voir, et puis la première chose qu'ils vous disent, je veux faire une transformation agile. Ok, très bien, mais pourquoi maintenant? Pourquoi on veut la faire maintenant? Et généralement, à toutes ces questions-là, la seule réponse, elle est non, mais il faut le faire, sinon on va mourir. Donc, belle injonction paradoxale, par exemple. On doit le faire maintenant, sinon on va mourir. Ah, bon, pourquoi? On ne sait pas trop. L'agilité, la transformation agile, dans la bouche de certains décideurs, devient en fait une fin en soi. On doit être agile. En fait, pourquoi est-ce qu'on doit être agile? Ça, c'est une vraie question qu'on doit poser, en fait, avant de décréter une transformation agile. Qu'est-ce qu'on va aller rechercher dans le système? On peut rechercher, alors, il y a les basiques, hein, il y a le fait de se dire que la transformation agile, elle va accélérer mon time to market. Ok, très bien. Elle va potentiellement améliorer ma qualité. Elle va me permettre de mieux gérer des gros logiciels et la cohérence. Très bien. Bah, tout ça, ce sont des choses qu'on peut aller chercher. Et d'ailleurs, à ces choses-là, on pourrait très bien répondre autre chose que l'agilité. Il y a d'autres choses qui existent et qui pourraient tout à fait être acceptables. Moi, personnellement, enfin, j'ai un côté un petit peu naïf. Moi, j'aimerais bien que l'agilité, ça apporte surtout de meilleures conditions de travail aux gens. Ça, c'est quelque chose d'assez personnel. Moi, je crois sincèrement qu'au sein de l'agilité, il y a pas mal de choses qui permettent aux gens d'avoir un travail qui est moins douloureux. Douloureux dans les relations à l'autre, douloureux douloureux par rapport au choix ou au non-choix qu'on est censé faire, etc. Donc, je trouve que dans l'agilité, il y a des choses intéressantes là-dedans. Donc, pour moi, ça pourrait être un besoin en fait de transformer, mais c'est pas obligatoirement le besoin de votre demandeur. Donc, ça se décrète pas. L'agilité, il faut aussi être à l'écoute des envies et des besoins des gens qui sont présents. Ça paraît assez basique, mais des fois, en fait, la seule personne qui veut agilifier le système, c'est la personne qui est tout en haut, pour de sombres raisons, ou par conviction, mais en fait, le système, lui, il faut aller besoin. Quelles sont leurs envies? Et les acteurs, c'est tous les acteurs. Ça part du développeur et ça remonte toute la chaîne hiérarchique. Donc, à un moment donné, c'est une transformation. Tout le monde va être impacté. Donc, il faut aller chercher ses besoins. Et il faut surtout aller chercher de l'empathie. Et c'est là où on rejoint
la photographie, c'est que quand vous allez prendre une photo, en fait, vous allez rentrer en empathie avec votre environnement, avec la chose que vous êtes en train d'observer. Ben là, c'est exactement pareil pour la transformation. Il va falloir aller rentrer en empathie avec les gens et essayer de comprendre quelles sont les craintes, parce que sinon, votre transformation, elle n'ira pas très très loin. Donc ça, c'est le premier point, c'est se laisser libre dans sa tête pour pouvoir être là au bon moment sur la bonne scène. Alors, ce que je vais vous proposer tout au long de cette formation, normalement, cette formation, cette présentation, j'avais prévu en fait de la faire en présentiel et que vous sortiez votre téléphone et puis que vous partiez dans la salle et puis qu'on voit un petit peu quelle photo vous tireriez en fait de la salle. Et ça aurait été intéressant parce que je pense que vos yeux et vos envies et vos émotions n'auraient pas du tout été projetés sur le même objet ou sur la même chose. Ce que je vais vous demander, si vous le voulez bien, c'est avec votre téléphone portable, de vous lever potentiellement, de tourner dans la pièce dans laquelle vous êtes, ou dehors, si vous êtes dehors, si vous avez la chance d'être dehors, et puis d'essayer de voir un petit peu s'il y a quelque chose qui vous attire l'œil et vous dit, tiens, ça pourrait être intéressant de photographier. Et pour chacune des étapes, je vais vous demander, si vous voulez bien, d'essayer de la mettre en œuvre et de voir un petit peu qu'est-ce que vous pourrez mettre en œuvre. À la fin, si vous pouvez, si vous avez pris une photo qui vous plaît, n'hésitez pas à la proposer sur le Twitter d'Agile Lille. Donc, premier point, attirer l'œil. Maintenant qu'on a notre œil qui a été attiré par quelque chose, il faut choisir la distance. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez peu fait. Généralement, quand quelqu'un prend une photo actuellement, on le voit dans la rue, on le voit bien, on sort le téléphone portable et puis on va aller prendre la photo à l'endroit où on est. En fait, en photo, vous avez la possibilité de vous approcher ou de vous reculer par rapport au sujet, soit pour le faire rentrer dans la photo, soit pour vous approcher, mais globalement, choisir la distance, ça a un impact. Ça a un impact sur la photo. Alors, on peut zoomer. Techniquement, on peut zoomer, oui. Sauf que le zoom, techniquement, il a tendance à aplatir en fait les fonds et ça a moins d'intérêt. D'ailleurs, si vous allez si vous voyez des photos en fait de manifestations, si vous voyez ces photos des années 50 des grands reporters, souvent ce sont des focales assez courtes et les gens ils sont dans l'action. Ils sont au milieu de l'action. D'ailleurs, ils ont un casque et on les voit prendre des photos extrêmement près parce que ce sont des photos qui sont extrêmement prenantes. On est dans l'action. Et c'est ça en fait le deuxième point, c'est que de spectateur, parce que souvent les photos qu'on prend, c'est des photos en tant que spectateur, on devient acteur de la photo. Et on va s'approcher ou se reculer, de manière à trouver le bon niveau de détail sur lequel on va vouloir travailler. Est-ce qu'on est en train de travailler sur une scène ou est-ce qu'on est en train de travailler sur un détail? Et on va s'approcher ou se reculer. D'accord? Donc ça, c'est super important. La distance, elle va vous rendre acteur ou spectateur. Et surtout, il faut se mettre à une distance où on se sent bien. Typiquement, moi, je suis pas très très à l'aise quand je suis très proche des gens. J'ai l'impression de les déranger. Donc, je fais très très peu de ce qu'on appelle la street photographie, donc la photographie de rue, où on prend sur le vif des gens, parce que j'ai vraiment l'impression de les déranger. Mais il y a des gens qui sont très à l'aise avec un appareil photo, s'approcher à 2 mètres des gens et prendre la photo d'une scène qui se passe dans la rue. Moi, je le fais plutôt au téléobjectif, je suis pas à l'aise. Alors, cette notion de distance, on la retrouve dans l'agilité. La première chose, déjà, c'est se dire, agir là où on a le pouvoir de faire les choses. Trop près, des fois, trop près de la transformation, si moi je fais partie du système, je vais avoir des difficultés à le transformer. Est-ce que j'ai vraiment la possibilité d'agir à cet endroit-là? Trop loin, je suis sûrement trop spectateur, j'ai peut-être pas les manettes. Donc globalement, à un moment donné, il faut savoir à quel niveau de la hiérarchie, à quel niveau de l'organisation je me trouve pour être en capacité de déclencher ou pas une transformation sur un système. Et après, il va falloir que je choisisse le niveau de détail. C'est difficile. Alors, je sais que Safe le propose en disant Safe, on transforme tout d'un coup et vous allez voir, c'est la révolution, ça va bien marcher. C'est extrêmement compliqué de faire ça. En fait, quand vous faites une transformation agile, il faut choisir vos combats. Déjà, vous n'êtes pas très nombreux en tant que coach, souvent, pour les accompagner. En tant que sponsor, vous avez peut-être des moyens limités. Donc, il va falloir vous dire à quel niveau je veux commencer. Est-ce que je vais commencer sur 1 ou 2 projets
et puis ensuite, je vais commencer à passer à l'échelle quand je suis prêt, et puis je vais augmenter? Ou est-ce que je vais partir par le haut, je vais laisser mes projets tout seul pour le moment, mais je vais essayer d'organiser quelque chose du haut? C'est moins fréquent, mais pourquoi pas? Donc, choisir ce niveau, choisir la distance, choisir la granularité en fait de ma transformation, ça a un impact qui est important. Et typiquement, quand on accompagne les transformations agiles, des fois, on se retrouve dans des situations d'inconfort sur lesquelles on a du mal à gérer la transformation. Typiquement, récemment, moi, je suis passé sur une transformation où on était au niveau portfolio. Je suis pas un grand fan de Safe, et le niveau portfolio, ce sont des choses où on va gérer des budgets, par exemple. Je suis pas du tout quelqu'un, j'ai un rapport à l'argent qui est assez HLH. Donc, aider les gens à gérer leur budget quand moi j'ai du mal à gérer le mien, bah, est-ce que c'est vraiment un niveau sur lequel je suis en capacité de gérer ça et d'être acteur? Potentiellement, non. Par contre, le niveau du dessous, c'est un niveau sur lequel moi je suis capable d'intervenir. Donc plutôt que d'être très très loin, si je fais le pendant avec la photo, bah, je vais me rapprocher, être plus près des équipes, plus près des gens qui font. Donc typiquement, ça c'est ma zone de confort et la zone sur laquelle moi, en tant qu'acteur de la transformation, j'ai la capacité d'agir et d'être impactant. Parce que le but du jeu, c'est d'être impactant. Donc je dis trop loin, difficile, trop près, bah, des fois je suis trop dans l'action et je suis pollué parce que je fais partie du système. Donc en photographie, petite épée s'il y en a certains d'entre vous qui le font, maintenant que vous avez repéré quelque chose que vous voulez photographier, essayez de vous avancer ou de reculer, prenez une ou deux photos, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas du tout le même rendu. Troisième point, le cadre. Vous étiez en train de vous promener, vous avez vu quelque chose qui vous plaît, vous êtes approché ou reculé. Maintenant, il va falloir plonger la tête dans le viseur pour ceux qui ont encore des réflexes, ou dans l'écran de l'hybride ou du portable, pour essayer de vous dire, bah, maintenant, qu'est-ce que je vois en fait? Qu'est-ce que mon appareil photo voit? Le cadre, c'est quelque chose de super important. Parce que quand vous prenez une photo, il y a de très belles photos que vous pouvez voir sur Internet. Si vous allez voir l'endroit où est prise la photo, à droite, il y a une autoroute et à gauche, potentiellement, il y a une décharge. Pourtant, la photo est superbe. L'endroit fait rêver. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu magique en photo, c'est qu'on peut définir soi-même la portion de la visualisation qu'on a envie de proposer. Donc, typiquement, sur la photo que vous voyez là, c'est une place qui s'appelle la place aux ours à Lyon, la fosse aux ours à Lyon. Elle n'est pas toute jolie, cette place. Par contre, il y a ce manège qui tourne, là, qui est intéressant, et puis il y a la bourse du travail qui est derrière, là, qui est aussi sympa. Donc, globalement, en cadrant bien, on peut avoir ces deux éléments et rendre une photo plutôt assez agréable, alors que bon, le reste de l'environnement, c'est pas folichon. Donc, savoir ce qui est dans la photo et ce qui est hors cadre, c'est quelque chose qui est important. Et de la même manière, quand je vais faire ma transformation agile, je vais me poser la question, c'est quoi les limites de cette transformation? Définir dès le départ avec le sponsor les limites de la transformation, c'est quelque chose qui est super important. On fait des transformations, et moi ça m'est arrivé, où le sponsor se rend compte au bout d'un moment qu'on était en train de transformer des trucs qui étaient en dehors du cadre que lui pensait. On s'était pas mis d'accord avec lui sur le cadre, et puis globalement, on était en train de transformer des gens, des postes, pour les mettre en agilité, on enlevait des responsabilités, on réorganisait des choses, et globalement, c'était hors cadre de notre transformation. Donc, nous, on s'était mis en danger sans le savoir, le cadre n'était pas bien défini, et c'était extrêmement compliqué. Donc ça m'amène au deuxième point qui est important, c'est rendre le cadre visible. Être très clair pour dire, mon cadre de ma transformation, c'est ce périmètre-là, ou ces activités-là, par exemple. Et potentiellement, il y a des projets qui sont hors de ce cadre. Ok, c'est normal, et c'est possible, parce que ils ont des contraintes qui ne sont pas compatibles avec ma transformation actuellement. Ils le seront peut-être plus tard, mais ils ne sont pas actuellement. Et ça permet d'expliquer aussi aux gens qui ne sont pas dans la transformation, pourquoi est-ce qu'ils n'y sont pas. Donc souvent, on a tendance à se lancer dedans en disant on va tout agilifier, ça va être extrêmement large, etc. C'est pas obligatoirement la bonne solution. Et bien sûr, se concentrer sur le contenu du cadre. Essayer de rester dedans le plus possible. Et bien sûr, à la fin, on va remettre en cause le cadre. Comme on le ferait en photographie, potentiellement, ce cadre, c'est pas le bon. On va l'élargir ou le rétrécir
de manière à ce que on fasse rentrer ou sortir des choses de ce cadre. Donc la transformation, c'est pas quelque chose, c'est pas un périmètre restreint. C'est vraiment un périmètre qu'on va devoir manager et qui, au fil du temps, va varier en grossissant ou en diminuant. Point suivant. Alors, le cadre. Donc, regardez dans votre photo, qu'est-ce que vous pouvez cadrer. On arrive au point suivant. Maintenant que je suis dans mon appareil, que j'ai vu un cadre, que j'ai défini, je vais devoir gérer la lumière. Alors, quand j'ai commencé la photographie, il y a de ça plus de 20 ans, le premier conseil qu'on m'avait donné, c'est surtout et toujours le soleil dans ton dos. C'est pas un mauvais conseil. Avoir le soleil dans son dos, ça permet d'avoir des couleurs qui sont assez flashy. Vous l'avez vu au tout début, là, ce beau ciel bleu. Déjà, c'est une photo du matin pour éviter d'avoir le soleil qui écrase. Et puis surtout, j'ai le soleil dans le dos, ce qui fait ressortir en fait la lumière du ciel. La lumière, c'est quelque chose qui est important puisque c'est ce qui va rentrer dans votre appareil photo. Avec la lumière, on peut montrer ou suggérer. Et typiquement, sur cette photo, on se rend bien compte que celle-là, elle est prise à contre-jour. Et que l'effet lumineux est aussi intéressant. Donc la lumière, elle permet de mettre en valeur certaines choses. On peut mettre en valeur un objet, le faire ressortir. Mais on peut aussi utiliser le contre-jour pour suggérer. Typiquement, il y a de très belles photos qui sont prises de villes avec des monuments en contre-jour. On ne voit aucun détail, mais par contre, l'ombre en elle-même est belle, par exemple. Donc, les éclairages directs, indirects, diffus. Donc, l'éclairage diffus, vous allez mettre des sources de lumière qui vont se réfléchir sur les murs et vous allez avoir plusieurs points de lumière. Si vous voyez des photos, par exemple, qui sont prises, il y a beaucoup de lumière et le but du jeu, c'est d'avoir des éclairages directs et indirects pour avoir des points sur les yeux. Regardez les photos des mannequins, souvent, il y a toujours un point et il doit se trouver en bas de l'œil. Donc, ce travail sur la lumière, il est important. Donc vous pouvez jouer chez vous en fait pour prendre une photo, vous la prenez naturelle et puis après vous prenez un éclairage, une lampe de bureau et puis vous essayez de la mettre autour, derrière, à côté. Vous allez voir en fait c'est pas du tout la même photo, ça n'a pas du tout le même rendu. Une photo avec un éclairage direct, vous allez avoir un rendu qui est beaucoup plus soft, qui fait un petit peu ancien par exemple. Donc la transformation agile. Sa lumière, c'est sa communication. Il n'y a pas de transformation sans communication. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un petit peu les démarches de Kotter, par exemple, qui sont des démarches de change management. Et dans ces démarches de Kotter, très clairement, l'une des premières étapes, c'est communiquer. Communiquer, pourquoi? C'est parce qu'on veut mettre en lumière ce qu'on est en train de faire. Il n'y a rien de pire qu'une transformation qui est en train de se faire et les acteurs ne sont pas au courant. Donc le but du jeu, c'est que les acteurs soient au courant et qu'ils deviennent eux aussi moteurs dans cette transformation. Quelqu'un à qui on vient dire écoute, la transformation elle a commencé depuis 2 ans, maintenant c'est à toi de te transformer, il y a de fortes chances qu'il y ait de la résistance. Donc votre but, ça va être sur votre transformation, dès le début, vous allez poser la lumière sur des endroits de votre transformation via cette communication. Et vous pouvez mettre différents canaux de communication en place. Typiquement, sur un des projets que j'ai coaché, qui était un projet pour les gilets rouges dans les gares transiliennes, vous aviez en fait on voulait que les gilets rouges soient eux-mêmes acteurs de la transformation. Parce que ça avait un impact pour eux, ils avaient un déploiement toutes les 3 semaines de leur application sur leur smartphone, et c'est quelque chose qui ne se faisait pas à la SNCF. Donc, il y a eu une communication spécifique avec des canaux sous forme de webinars qui étaient mis en œuvre très régulièrement pour expliquer à ces gens-là, c'est pas un projet classique, c'est un projet qui est en mode agile et vous allez avoir des poussées de version tous les machins et vous allez avoir un suivi de ces nouvelles versions toutes les 3 semaines de ce qu'elles contiennent. Et vous avez un interlocuteur à votre disposition qui est sur Yammer. Donc, vous voyez, les canaux de communication étaient pensés pour que tous les acteurs, y compris les acteurs extérieurs à la transformation, les clients, puissent se dire, bah oui, il y a une transformation en fait dans la manière dont on va travailler et délivrer du logiciel. Donc, ça peut être intéressant de s'adapter, d'adapter à ce qu'on veut montrer. Donc, c'est pas toujours un PowerPoint en fait. C'est pas toujours une newsletter par mail. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un jeu, par exemple, un serious game. Sont des très bons exemples pour essayer de faire comprendre aux gens quelle transformation il va y avoir et comment ça va les impacter.
Communication directe, communication indirecte, générale ou spécifique, travailler sur la diffusion. La manière dont vous allez le diffuser, ça a un impact, on vient de le dire. Mon micro semble très bruyant. Ben non. Excusez-moi. Alors. J'ai perdu le... Voilà. Donc, la prochaine chose qui est assez intéressante, c'est que en photographie, ce qu'on peut faire, c'est tourner autour du sujet. Tourner autour du sujet, c'est vous avez choisi un sujet. Ce sujet vous semble bien, mais pardon. Ce sujet vous semble bien, mais globalement, c'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour prendre cette photo. Donc généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut tourner autour du sujet. Et si vous regardez des photographes amateurs, très souvent, en fait, vous les voyez autour d'une fontaine, autour d'un panorama, et en fait, ils changent de place. Et ils essaient plusieurs endroits. Et globalement, de toutes ces photos-là, il va sûrement en rester qu'une. S'il en reste une, il en restera. S'il en reste, il en restera sûrement qu'une. Parce qu'il n'y en a qu'une seule, en fait, qui va vraiment attirer l'œil, de par sa composition, de par ce qu'elle va montrer. Tourner autour, c'est potentiellement aussi se mettre au-dessus ou s'allonger. Vous verrez souvent des photographes amateurs s'allonger par terre parce que le contre-plongé, il est intéressant, par exemple. Tourner autour du sujet, ça permet vraiment de donner différents corps à un sujet. Ici, vous avez une voiture. Cette voiture, en fait, c'est le salon d'auto de Genève. Elle avait plusieurs caractéristiques qui étaient assez intéressantes. Et en tournant, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas obligatoirement ce capot là, qui est un peu particulier, qui était intéressant. Moi, ma préférée, c'est la photo en bas à droite. Parce que je la trouve équilibrée, parce qu'il y a différents jeux de textures, de couleurs, parce qu'il y a une lumière qui est jolie, en fait, sur cette carrosserie texturée. Moi, celle-là, elle me fait plus vibrer que les autres, par exemple. Donc, c'est en tournant qu'on arrive à obtenir un résultat qui est intéressant. Et de la même manière, notre transformation agile, faut pas se limiter au point de vue commun. Si on écoute les gens, on fait du spotty safe et puis voilà, c'est bon. Mais en fait, c'est peut-être pas ça dont on a envie. C'est peut-être pas ça les besoins qu'on a. Peut-être qu'en pivotant un tout petit peu, je peux trouver une autre structuration. Je peux trouver d'autres axes pour ma transformation. C'est peut-être pas l'endroit qu'on est en train de me montrer qu'il faut transformer, mais un autre. Donc globalement, les positions de confort, en se disant, là, ça va être confortable, cette équipe, elle a l'air super bien, je vais la transformer très bien. C'est peut-être pas celle-là, en fait, qui doit nécessiter votre énergie. C'est peut-être une autre équipe qui est derrière, une équipe qui est à côté, qui a plus de mal. Et je vais rappeler quelque chose d'un peu bête, mais transformer les gens, c'est pas les faire laisser d'une position de confort à une autre position de confort. Transformer les gens, c'est pas obligatoirement agréable. Ça peut être désagréable. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui disent que pour qu'il y ait transformation, il faut qu'on ait senti en fait un petit peu ce désagrément d'être transformé. Pour se dire, oui, il s'est passé quelque chose. Et j'ai été transformé vers autre chose. J'ai dû changer d'état d'esprit. Je suis passé d'un mode théorie X à un mode théorie Y. Et oui, ça m'a fait mal. Et d'ailleurs, je retombe régulièrement. Donc, théorie X, c'est je donne des ordres. Théorie Y, c'est je suggère les choses. Donc, globalement, ces positions de confort, c'est pas les meilleures. Et on s'y jette parce qu'effectivement, il y a la facilité. On se dit, on va faire un premier pas facile, on va montrer la transformation. Mais des fois, en fait, ça ne vous sert pas parce que derrière, la transformation que vous allez essayer de lancer, les gens vont dire, ouais, mais vous avez fait dans un cas super simple, nous, ça marche pas. D'accord? Et cette transformation, il va falloir aussi l'étudier sous tous ces axes. Souvent, on va se lancer en disant, allez, on fait du Scrum. Donc ça, c'est très procédural. C'est, allez, on met les cérémonies, on fait le sprint 0, on forme les gens, etc. Mais la transformation agile, elle n'est pas que procédurale. Elle est aussi sociétale. Au sein de la société, les gens, ils vont se trouver avec des nouveaux postes, des nouveaux rôles et responsabilités. Ça peut être compliqué, en fait, pour eux. Typiquement, quand on a fait des transformations sur certains projets, on s'est heurté au RH. Et il y a une raison à ça. Hein. C'est pas parce qu'on a changé les procédures, c'est parce qu'on a vraiment changé la manière dont la société allait être gérée. Donc on se heurtait à des gens, des RH, qui nous disaient comment je fais pour faire des suivis, comment je peux projeter des carrières, comment je peux voir les formations des gens.
Et la dernière aussi, c'est l'angle comportemental. On le dit souvent, mais c'est une transformation culturelle, la transformation agile. Et cette transformation culturelle, eh ben, il va falloir accompagner des comportements. On a eu cette première keynote là qui m'a bien plu sur justement les comportements des gens et comment arriver à concilier en fait ces comportements. Ben, il va falloir accompagner les gens et trouver le bon angle. Trouver les lignes de force. Maintenant que vous avez le bon angle, que vous êtes allongé par terre, dans votre image, en fait, les images qui vous font vibrer sont souvent des images qui ont ce qu'on appelle les lignes de force. Les lignes de force sont des lignes qui vont vous indiquer un point où vous délimitez l'image. Donc les images les plus impactantes sont souvent celles qui ont des lignes de force et ça se dessine souvent sur les photos. Quand il y a des études de photos, on vous montre des triangles, des ronds qu'on pose dessus en disant, vous voyez, il y a deux parties, etc. Donc c'est totalement inconscient pour la personne qui voit l'image, mais quand vous créez votre image, il faut aussi se positionner pour essayer d'avoir des lignes de force. Donc ici, moi par exemple, j'ai cherché la perspective et typiquement, c'est la tour dans laquelle je travaille qui est vue depuis en bas. Donc il y avait une ligne de force qui était assez intéressante sur ce point et je l'ai mis le point au centre. On peut aussi utiliser des changements de cap pour trouver la ligne de force. Donc typiquement, une route toute droite, c'est moins impactant qu'une route qui a une certaine courbe et qui vous donne en fait une dynamique à la photo. Et là, on voit bien effectivement, il y a cette espèce de dynamique de la photo qui donne presque une impression de vitesse. Et puis, il y a le V en haut du ciel, qui malheureusement n'était pas bleu le jour où j'ai pris la photo. Il aurait été bleu, ça aurait été encore plus impactant. Mais on voit effectivement qu'il y a une composition qui peut être intéressante. Alors, il faudrait retravailler la lumière sur celle-là. Mais ça se donne de la structure à la photo et ça permet de délimiter des sujets. Et ça, c'est intéressant. Et si je vais sur ma transformation agile, dans une transformation, vous allez avoir des gens qui vont être acteurs, des gens qui vont être très moteurs, et puis d'autres qui vont pas du tout être moteurs. Vous allez avoir des moments, vous allez avoir des opportunités. Il faut savoir les saisir, en fait, toutes ces lignes de force, et savoir les identifier. Typiquement, sur l'une des transformations que j'ai faites, on travaillait sur des logiciels qui n'étaient pas déployables en production pour des raisons de sécurité. Et puis, il est arrivé, en fait, un problème technique dans l'un des sites qu'on devait adresser. Et ce site nous a dit, pour pallier ce système technique, on aimerait bien avoir une version bêta de votre application. Version bêta, on était en agilité, on a pu fournir en 6 sprints cette version bêta, et tout le monde a été assez impressionné, en fait, en se disant, ouais, j'ai réussi à livrer quelque chose qui était pas fini, mais qui a servi, en fait, dans ce cas très particulier. Et en fait, c'était une opportunité qu'on a saisie et qui a prouvé, en fait, que la démarche avait un intérêt. Avant ça, c'était très, très lointain pour les gens, en fait. Et ça revient sur mon deuxième point, c'est rendre palpable ce qu'apporte l'agilité. Et ça, on peut faire des rex, on peut amener des gens, mais tant qu'ils l'ont pas vécu, tant qu'ils n'ont pas vécu le fait de se dire « Ah ouais, effectivement, c'est intéressant », c'est compliqué. Typiquement, moi, j'ai amené des développeurs dans les technicentres SNCF. Donc, les technicentres sont des centres sur lesquels on entretient les trains, de gros garages. Dans ces technicentres, les développeurs ont pu parler aux acteurs et ça a créé une vraie dynamique. Et les managers qui étaient là, ils se sont dit, ouais, si j'arrive à rapprocher mes clients et mes développeurs, globalement, j'ai gagné en fait. J'ai gagné en communication, j'ai gagné en acceptation du produit et ça a permis d'avoir une toute autre dynamique. Et tout ça, en fait, sont des lignes de force que quand vous préparez votre transformation, vous devez essayer d'analyser. Tel projet, il peut être super important pour montrer qu'on est capable de livrer rapidement. Tel autre projet, sur l'excellence technique, il y a une carte à jouer, etc., etc. Et on rend visible et on leur permet de partager les choses. Et ça va donner du sens. Moi, j'ai fait de l'excellence technique sur mon projet, je vais vous le partager et tout à coup, il y a du sens d'avoir de l'excellence technique sur tous les projets. Décaler. On va essayer de décaler parce que ça, c'est un truc, c'est quand vous prenez des photos, quand vos enfants prennent des photos, d'ailleurs, souvent c'est ça, ils mettent le sujet en plein milieu. Et puis, on le fait, nous aussi, naturellement, on met le sujet en plein milieu et on appuie. Le sujet, il occupe toute la place. Alors, c'est joli quand on fait un portrait. Mais il se trouve qu'en photographie, ce qu'on propose plutôt, c'est ce qu'on appelle la règle des tiers. La règle des tiers dit qu'on doit essayer de mettre le sujet à un tiers, soit en haut, soit en bas, de manière à pouvoir donner de l'espace en fait à la photo.
Typiquement, sur cette photo, moi, j'ai choisi de le mettre en bas pour donner de l'espace et un contenu qui est un petit peu aérien, surtout que les nuages, en fait, ils avaient une belle forme. Donc, j'aimais bien le rendu. Et en fait, ça aère la photo. Si je l'avais centrée au milieu, la photo, elle aurait été assez lourde. De la même manière, cette photo-là, je voulais montrer, en fait, une direction, les pieds qui vont dans un sens. Et pour montrer une direction, il faut que je laisse de l'espace où mettre le pied, où les gens vont avancer. La transformation agile, c'est la même chose. Il faut laisser des marges de manœuvre, laisser de l'espace aux acteurs pour pouvoir faire en sorte que ça soit leur transformation et qu'ils y soient à l'aise. Ne pas tout de suite vouloir, par exemple, transformer le comportement de certaines personnes et peut-être les laisser aller à petits pas, les laisser expérimenter des choses. Ne pas être non plus trop dogmatique sur votre transformation. Les endroits où vous n'êtes pas, les endroits où ils ont de la liberté, c'est aussi les endroits où ils vont foisonner et créer quelque chose qui sera peut-être pas de l'agilité, mais qui sera quelque chose qui sera à eux dans leur contexte et qui aura sûrement un intérêt. Après, libre à vous, effectivement, ensuite de les coacher, de leur dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es allé là, est-ce que ça t'apporte quelque chose, est-ce que tu perds pas des choses en faisant ça. Les droits à manœuvre et le droit à l'erreur, c'est un message qui est super important à porter, je trouve. C'est un message qui est difficile à porter, mais c'est un message qu'on doit aussi s'appliquer, nous, dans notre transformation. Je vous invite à décaler vos photos quand vous prenez des photos. Montez ou descendez légèrement, vous verrez, ça donne tout de suite un effet qui est intéressant. Appuyez au bon moment ou pas. Le danseur, au moment où il va sauter, si j'appuie au moment où il est en l'air, ma photo, il est déjà atterri. Donc, il faut anticiper. Anticiper ou pas. Je peux aussi laisser mon doigt sur l'obturateur et avoir une photo avec ce flux de bouger qui est aussi intéressant. Ce moment, c'est le moment en transformation où on va choisir de lancer sa transformation. Et tous les moments ne sont pas bons. Un système qui est en train d'avoir plein de problèmes, qui a des impératifs de production forts, globalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de lui rajouter en plus du stress qui sont liés à une transformation? Des concurrents qui arrivent sur le marché, là, pour le coup, ça vaut peut-être le coup d'accélérer la transformation et d'utiliser ce qu'apporte l'agilité en termes de time to market pour pouvoir montrer très rapidement qu'on est en capacité de livrer des choses et d'être compétitif. Et je crois sincèrement que la puissance de la transformation, elle dépend fortement du moment où vous la sélectionnez. Si vous faites une transformation alors qu'il n'y a pas ce sentiment d'urgence à être transformé, on parle souvent, en fait, quand on fait du change management, on parle souvent du sentiment d'urgence. Quel est le sentiment d'urgence? La transformation, s'il n'y a pas ce sentiment d'urgence à se transformer, généralement, elle va durer longtemps et elle sera peut-être pas si impactante que ça pour la société. Alors, et c'est le président de Chronoflex qui le dit, il dit, moi je me suis transformé, alors c'est pas de l'agilité, mais moi je me suis transformé à partir du moment où il y avait plus d'autres choix, quoi. Et en fait, il en parle et il dit, la transformation elle était impactante à ce moment-là. Voilà. Donc je crois que le bon moment, c'est pas tout le temps. Il faut trouver ce bon moment, il faut le travailler avec ses sponsors et potentiellement ronger son frein dans certains cas en se disant, pour le moment, ma transformation, je vais la mettre un peu en stand-by et puis je la relancerai quand vraiment les planètes seront alignées. On a tendance en tant que coach, on voudrait que tout soit agilifié rapidement, c'est pas toujours possible. Et puis la dernière chose, on prend connaissance de l'image. Généralement, c'est le moment où on relève la tête et puis on regarde un petit peu sur l'écran l'image qu'on a prise. L'image qu'on a prise, c'est pas exactement ce à quoi on pensait. Elle est toujours différente. La lumière, les couleurs, l'exposition, on a peut-être un peu bougé des fois et c'est pas très grave en fait. Ça permet d'analyser. Sur cette photo-là que j'aime beaucoup, le ciel il est trop gros pour moi. On n'est pas sur il y a un truc qui va pas en fait dans le rendu. Mais j'aime bien les couleurs, j'aime bien sa structuration. Donc globalement, j'ai été la refaire. Cette photo-là, je l'ai fait plusieurs fois parce que je me suis dit tiens, il y a quelque chose et je l'aime bien. D'ailleurs, elle est à une heure bien particulière pour pouvoir avoir ce rendu bleuté, justement. Donc voilà, donc j'ai cherché en fait à améliorer. Et dans la transformation, c'est pareil. On est toujours un petit peu dur avec nous-mêmes en disant ça marche pas, on est dans les problèmes qu'on doit gérer, on va accompagner des équipes qui ont des problèmes, etc. On se pollue un petit peu la vie. Quand on transforme, il y a des succès, il y a des échecs, mais il y a surtout des apprentissages. Et prendre du recul sur ce qu'on a fait en se disant ok, ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé, mais c'est pas grave, en fait, j'ai appris un truc
eh ben c'est aussi intéressant. Et là, actuellement, moi je vous dis, on est sur une grande transformation, on est sur du portfolio, donc on est sur des divisions je crois qu'on doit être 180 dans ma division, et on parle d'un ensemble de 450 personnes. Tous les jours, j'apprends que j'aurais pas dû faire ça. Et tous les jours, en fait, ça me permet de prendre un peu de recul en disant, la prochaine fois, je le ferai pas de cette manière-là. Et je me tromperai peut-être, hein, et c'est pas très très grave. Mais c'est mon amélioration continue. Et l'équipe de transformation dans laquelle j'appartiens, on se pose la question régulièrement, comment est-ce que je peux améliorer mes accompagnements? On fait du codef, par exemple. Et surtout, ne pas présumer du résultat auquel on va arriver. Typiquement, notre transformation portfolio, nous, on l'avait prévu pour 2022. 2021-2022. En août 2020, un des managers me contacte et me dit, faudrait qu'on aille faire du portfolio. Et en fait, on a été très surpris. On pensait pas que ça irait aussi vite. On pensait pas que ça serait ce résultat-là. Et le résultat est intéressant en plus. C'est pas celui auquel on s'attendait, mais il est aussi intéressant. Donc, moi, c'est ce que je dis souvent. On a des nouveaux coachs qui arrivent et qui nous disent, voilà, ça ne marche pas, les DOD sont pas placés. Et moi, souvent, ce que je leur dis, c'est regardez le chemin qu'on a parcouru. Hein. Le chemin, c'est 5 ans de transformation. On est passé d'un modèle qui était cycle en V, client-fournisseur, à un modèle qui est beaucoup plus collaboratif et beaucoup plus humain pour bien des niveaux. Donc, le chemin parcouru, il est intéressant. Et oui, il reste des choses à faire, et c'est ça qui est bien. Et puis, le but du jeu, ça va être de recommencer à prendre la prochaine photo, et puis la prochaine photo, parce que ça fait plaisir. Et de la même manière, transformer, c'est vraiment un chemin quotidien, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. C'est un état d'esprit et c'est une envie qu'on doit porter au quotidien auprès des équipes et auprès des sponsors. Moi, je crois fermement que, comme la photographie, la transformation, on doit y penser tous les jours et se dire, oui, je suis en train de transformer des choses pour pouvoir l'améliorer. Je vais finir avec cette citation de Robert Capa. Si votre photo n'est pas assez bonne, c'est que vous n'étiez pas assez près. Moi, c'est ce que ça m'évoque un peu la photo, c'est ce que je me dis. Je vous dis, moi j'ai peur de m'approcher et je travaille beaucoup à essayer de m'approcher. Et pour la transformation agile, c'est exactement la même chose. Faut pas hésiter à aller au contact des équipes. Faut pas hésiter à aller au contact des gens qui sont dans les équipes, de chacun d'eux. Ça sera d'autant plus impactant pour votre transformation et pour ce que vous pouvez apporter aux gens. Et sur ce, je vais terminer avec une photo totalement prise au hasard au pied d'une des tours de Lyon. Les motos, je ne les ai pas rangées, mais je trouve que entre le néo-rétro de certaines et la vitesse d'autres, les couleurs, et elles sont exactement espacées, il y avait vraiment une photo à prendre. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez apprécié la conférence et les photos. Le Rôti Express pour échanger votre retour. Et puis, je vais pouvoir prendre quelques questions, même si je suis un petit peu à la bourre. Merci beaucoup à tous. Alors, est-ce que j'ai vu des questions que j'ai pas vues? Il y en a une. Une. D'Adrien. Oui. Des exemples de serious game pour expliquer la transformation. Oui, alors, des exemples de serious game pour expliquer la transformation. On peut, on fait des serious games qui expliquent un petit peu en détail quelles vont être les étapes de comportement qu'on va vouloir. Donc, tout ce qui va être simulatif, je trouve que c'est intéressant. Donc, typiquement, pour expliquer à des PO qu'est-ce que ça va être de passer en mode PO, le Agile Garden marche très bien. Par exemple, on l'a joué récemment avec des PO, ça leur plaît bien. Pour de l'agilité à l'échelle, il y a des jeux, donc il y a le projet Phoenix, qui est un très très gros jeu qui existe. Personnellement, à CGI, on a développé un jeu qui simule un PI planning. Donc, pour accompagner les gens en leur disant, attention, vous allez aller dans des PI planning, et on leur fait jouer, en fait, pour leur dire, voilà ce qu'on va chercher, en fait, et ce que ça va donner. C'est pas obligatoirement, ils vont pas obligatoirement aller dans un PI planning prochainement, mais en fait, ils sont conscients de ce qui va se passer. Donc, je pense que la plupart des jeux simulatifs sont des bons jeux pour expliquer la transformation. Après, il va falloir effectivement regarder le public que vous avez en face de vous. Alors, je prends dans l'ordre, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait récupérer la présentation? Bien sûr, je la mettrai à disposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
N'hésitez pas, hein, je pense que vous pouvez même ouvrir votre micro si vous voulez qu'on papote. Tu as une question de Nabil. Dans la photo, on peut voir le rendu pour l'améliorer. Comment faire pour une transfo? Bonne question. Comment savoir que votre transformation, elle est bonne ou pas bonne, en fait? Il faut y mettre des indicateurs. La réponse, on l'a parce qu'on l'apporte en fait au projet. Généralement, au projet, on leur dit pilotez votre projet et pour piloter, vous avez besoin d'indicateurs. Il y a des beaux ateliers qu'on fait où on leur propose des indicateurs. En fait, une transformation, il y a aussi des indicateurs. C'est quelque chose d'ailleurs, je vous dis, ça fait 5 ans qu'on transforme, c'est quelque chose qu'on fait mal actuellement, je trouve. On s'est fourni des indicateurs de transformation, mais euh, on a du mal à les suivre, on a du mal à les uniformiser. C'est un travail qu'on a actuellement. J'ai du mal à vous dire que notre transformation, elle est bonne ou pas. Je sens qu'elle est bonne, et j'ai tendance à dire que le coach est quand même un bon indicateur. Mais c'est pas suffisant. Donc je pense que les indicateurs, la mesure est intéressante. Et typiquement, des sondages, les rétros que vous faites, les mood boards, une agrégation de tout ça peut donner en fait un panorama qui est peut-être intéressant. Mais à travailler, très certainement. Oui. Tu as une question de Joël. Certaines photos peuvent sembler réussies pour certains et moins intéressantes pour d'autres. Est-ce la même chose pour la transfo agile? Oui, exactement. Il y a des photos qui vous interpellent. Si vous voulez balader dans des musées de photos, il y en a certaines, vous arrêtez devant et vous dites, ah, ça me parle, et puis d'autres, ça me parle pas du tout. C'est exactement pareil pour certaines transformations. Il y a certaines transformations qui vont vous appeler en vous disant, ouais, ouais. Et puis d'autres, vous allez vous dire, tout ça pour ça. Et en fait, je pense que c'est lié à la fibre, déjà votre fibre, et à ce que vous allez rechercher. Comme je l'ai dit, la transformation, elle est liée à un besoin. Si par exemple le besoin c'est le time to market et que vous n'êtes pas très très sensible, cette transformation possiblement elle va pas vous attirer. Si par contre comme moi vous êtes sensible au côté humain de la transformation agile et au côté comportemental qu'il apporte, globalement toutes les transformations sur lesquelles on va travailler sur le comportement et il y en a un des très grosses actuellement en cours. Je discute avec des gens de chez AXA. J'avais discuté avec Adrien une fois ici de la transformation chez Decathlon, par exemple. C'est des transformations qui, moi, me parlent. Mais si je les mets avec d'autres coachs que je connais, c'est des transformations où ils disent ouais, what else, quoi. Donc, oui, ça va dépendre, je pense, de votre sensibilité et de ce que vous cherchez dans une transformation agile. J'espère que j'ai bien répondu. Réponse très intéressante, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres tours? Alors, moins de questions, mais des merci. Pas de questions, mais un grand merci pour cette métaphore filée. Et je Ça me donne beaucoup d'idées. C'est extrêmement frustrant de ne pas vous voir et je pense que c'est extrêmement frustrant pour vous de ne pas me voir. Et c'est extrêmement frustrant de ne pas se voir faire ça. Mais merci beaucoup de l'opportunité d'avoir pu donner cette conférence. J'espère que vous avez pris des photos. Enfin, j'espère que vous êtes amusé à prendre des photos chez vous. Si ce n'est pas le cas, essayez de repasser un peu les slides et essayez de jouer avec. On joue en 56K, pourtant j'ai pris une bonne webcam. Et puis, à la limite, si vous avez Twitter, postez-les avec le hashtag Agilil, et puis comme ça, on aura une production pour la conférence et ça sera cool. Ah oui. Effectivement, Adrien dit qu'il va aller prendre sa photo directement. C'est cool. Et je vois, le vrai appareil photo, il y a, je sais plus quel photographe disait ça, mais il disait c'est pas l'appareil qui fait les photos, c'est le photographe. Les grands photographes actuellement sont en train tous d'aller sur des compacts experts, voire même sur l'iPhone. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas de fausse modestie parce que vous avez un petit appareil. Il y a des très belles photos prises avec. C'est pas l'appareil qui fait la photo. Je ne sais pas si on m'entend, mais je suis d'accord. Ce que je voulais dire, c'est plutôt que l'appareil donne la démarche de vouloir prendre la photo, alors que d'avoir cet appareil photo dans son téléphone, la faire à la volée, ça manque la concentration dont tu as parlé pendant toute cet atelier, cette conférence.
Exactement, c'est vrai. J'aime beaucoup mon hybride, même si j'ai fait des projets. J'ai fait un projet 360 où j'ai pris une photo par jour pendant 1 an. Et globalement, je l'ai pris à l'iPhone parce que je ne peux pas travailler mon truc. Mais mes plus belles photos sont pas faites avec ça parce que j'ai du mal à me concentrer avec ça. Concentrer sur les émotions, le premier truc que je disais. J'ai besoin de l'appareil dans les mains. Merci beaucoup à tous. Est-ce que peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser et de pouvoir échanger tout au long de la journée? Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup à tous. Et bonne journée et bon Gilles. Merci à vous. Salut.